Parmi les raisons, qu'on a eu de créer Cause, il y avait aussi devenir, l'anti-club d'affaires. Dans les grosses boîtes, plus ou moins classiques d'ailleurs, mais les gens ne se connaissent pas et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se connaître. Je détesterais, que Cause devienne une licorne. Mais par contre, parfois de pas oublier que juste la vie, c'est de rencontrer du monde, quoi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Décroche ton téléphone. Aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'on accueille un invité qu'on veut depuis bien longtemps, Victor Linder, qui est le fondateur du Cause Club et qui est en train de révolutionner vraiment le réseautage dans plein de villes en France. Donc, on est très heureux de t'avoir avec nous. Tu es également le fondateur du Géos Club, qui est un club de dirigeants d'entreprises, notamment sur Lyon. Donc, on va pouvoir échanger sur tout ça. Et enfin, j'aime bien ta tagline, sur LinkedIn, que tu sais bien faire les mayonnaises apparemment, donc ça c'est très bon et j'adore aussi sa manière de parler sur LinkedIn. Donc on va pouvoir parler un peu de tous ces sujets je suis également avec William Palland, le cofondateur de Convertix et moi-même Romain Cessillon, le fondateur de HTW Marketing. Donc Victor, très heureux de t'avoir avec nous. L'objectif va être de parler assez librement de toutes tes activités, de ton parcours. Et est-ce que tu peux commencer par nous parler finalement du Cause Club et de ta vision un peu du réseautage? Pourquoi avoir lancé Cause? Qu'est-ce que c'est concrètement? Et quelles sont un peu les étapes qui vont venir par rapport à ça? Allez, ben, merci de la proposition de m'accueillir les gars. J'avais peur que tu me demandes la recette de la mayonnaise. Là, c'était, percé à jour, tu vois, d'un coup. Ben, ouais, ravi d'être là pour te parler d'abord plutôt du Cause Club peut-être, hein, qui est l'activité principale. En quelques mots, j'imagine qu'on va creuser, mais, l'idée c'est de réinventer le réseautage. Le terme même réseautage, je l'aime pas forcément, mais c'est si on prend un peu de hauteur, recréer du lien dans le monde professionnel. Tu vois, le constat, c'est qu'on n'a jamais été aussi peu connecté dans un monde où on est surconnecté justement. Donc j'ai réfléchi à un service assez simple, mais à me dire comment dans le monde professionnel, on peut créer des moments dans la vraie vie où tout le monde s'y retrouve, d'où la logique de matching et de déjeuner. Donc pour expliquer un petit peu, parce qu'on est, toi tu avais participé? J'en avais fait 400. On a fait 4-5. Moi j'en avais fait 2 de mon côté. Donc pour expliquer le concept, après tu me diras si j'ai oublié certaines étapes. Donc, quand on s'inscrit au Cause Club, on reçoit un formulaire sur lequel on dit un petit peu nos attentes, que ce soit nos attentes en termes de développement de business, des gens avec qui on aimerait bien déjeuner et également le type de standing de déjeuner qu'on aimerait bien faire. Est-ce qu'on est prêt à mettre 20 € sur la table, 30 €, 60 €? En tout cas, moi, quand je m'étais inscrit, c'était ça. OK, fin et ça permet un peu de catégoriser les entrepreneurs et vous, derrière, vous avez un système de matching. Donc peut-être qu'au début, vous commenciez à la main et en fait, tu nous diras un petit peu comment peut fonctionner ce système de matching et le but, c'est d'avoir une table avec des inconnus, qu'on connaît pas par défaut, parfois dont on met sans des personnes qu'on connaît, mais avec qui on n'aurait jamais déjeuné, sans le Cause Club et ça permet finalement de créer des relations business qui sont hyper intéressantes. Donc c'est ce que j'en ai perçu de mon côté. Est-ce qu'il y a des éléments un petit peu supplémentaires? Intéressant déjà, c'est un retour, utilisateur en live, j'adore. Il y a un truc forcément qui m'a fait un peu tilter, tu as parlé du budget. En fait, le formulaire, c'est un peu la partie, il faut savoir donner 3-4 minutes à un formulaire. C'est long parfois 3-4 minutes à un formulaire, mais c'est essentiel pour nous. Il y a 3 grands piliers. En gros, il y a le profil professionnel. Alors ça, on est en train de créer une connexion avec LinkedIn pour que cette partie-là, elle soit un peu remplie automatiquement. Mais en l'état, donc tu me dis: «Bon, bah, quel est ton profil pro?» Le deuxième pilier, il est très rapide aujourd'hui, mais c'est plus sur ta personnalité. Essayer de comprendre ta manière un peu d'échanger et puis, le troisième pilier, c'est tes envies pro du moment. Voilà, est-ce que tu veux sortir de ta bulle? Est-ce que tu veux échanger avec des pairs? Est-ce que tu veux créer des connexions utiles? Ce genre de sujet. Et par contre, tu parlais du budget du restaurant. Ça, par exemple, c'est un critère qu'on demande pour que tout le monde soit à l'aise avec le restaurant, mais qui, par exemple, n'est pas un critère de matching. On le stipule dans le formulaire, mais tu vois, c'est vraiment on demande aussi la situation géographique parce qu'on essaye au mieux si, prenons l'exemple de Lyon, tu bosses dans le 6e.
bon, bah, si on peut, on te met une table dans le sixième, en prenant en compte évidemment tous les besoins des participants. Mais sinon, ouais, tu as bien résumé le truc. Mais tu vois, le budget du restaurant, moi aussi, je le perçois, enfin, après, en prenant de la hauteur sur ça, je le perçois si demain, tu es capable de mettre, enfin, tu dis que je veux un budget de plus de 60 € pour mon restaurant du midi, ben, tu es capable d'avoir en face de toi des personnes qui sont capables de mettre aussi ce budget-là et donc tu es quasiment sûr de pas tomber avec quelqu'un qui commence dans l'entrepreneuriat et qui a peu de budget à mettre. Enfin, c'est ma vision des choses j'avais un peu le côté de me dire: bah, si tu te mets sur des tables un peu plus hautes en termes de budget, bah, tu auras des personnes qui sont prêtes à investir aussi un peu plus, donc naturellement des discussions un peu plus intéressantes. Ouais. C'était ma vision des choses. Intéressant, c'est sûr. Alors que comme on demande un tas de critères, en fait, par exemple, les années d'expérience, le chiffre d'affaires ou autre, on va plus un peu tabler là-dessus pour s'assurer que les entrepreneurs qui se retrouvent autour de la table sont un peu, on va dire, au même niveau d'avancement. Et je te dis, tu serais étonné, hein, c'est intéressant de voir que certains, en tout cas, qui ont, par exemple, des profils où tu comprends bien, en tout cas, que l'argent va pas être un sujet, ben, stipulent qu'ils veulent plutôt un budget de restaurant, un symbole euro. On parle en symboles, 1, 2, 3 symboles euros, un peu comme le fait, Google Maps. Et donc, tu vois, dans cette logique-là, de dire à la fin, honnêtement, là-dessus, ce critère-là, pour faire une petite parenthèse, nous, notre job, c'est de trouver les bons rapports qualité-prix. Il y a plein de restos dans toutes les villes. On fait un peu de sourcing pour avoir le retour de la bonne adresse du midi. Et à la fin, ouais, on essaye de faire attention, mais le midi, surtout le midi, le prix, il n'est pas non plus. Oui, différence de prix. Raisonnable. Ouais. Ouais, c'est super raisonnable. Moi, j'ai pas trouvé que le je me souviens même pas de l'avoir rempli. Et j'ai mangé avec, à la même table, une directrice opérationnelle d'une agence dimensionnante qui faisait les pubs de BMW, donc agence assez dimensionnante avec 50 consultants sous elle et avec une personne, qui était en recherche de son premier emploi. Donc j'avais oublié qu'il y avait cette case, je me demande même si elle a encore du sens. Peut-être que c'est plus par politesse ou peut-être que vous en servez dans le sourcing. J'ai je vois là ce que tu veux dire par, sélection un peu par l'argent, dans le sens si je peux me le permettre, j'ai du réseau de plus haute qualité. L'exemple du réseau de l'Olympique Lyonnais est un très bon exemple. Tu vois que quand on est prêt à mettre 10 000 € par an pour voir les matchs, tu as une sélection qui se fait. Je pense que sur ce type d'événement, c'est pas ce qui est cherché, c'est pas l'endroit, le lieu. Ce qui est ce que j'ai trouvé super avec, les déjeuners causes, c'est la posture d'ouverture des gens. Quand tu vas, au déjeuner, tu auras systématiquement des gens qui ont une posture ouverte à l'échange. J'ai jamais trop eu de situation ou du moins, j'ai peut-être pas eu la finesse de m'en rendre compte, de personnes qui s'étaient isolées. Tout le monde participe à l'échange. Tout le monde échange, tout le monde s'ouvre, ouais, tout le monde s'ouvre, tout le monde discute. On aborde des sujets, et des fois on croise des gens qu'on connaît et on parle de sujets qu'on n'aurait jamais abordés autrement parce que le contexte fait que j'ai eu Clémentine de mon espace de coworking, qui était. On a parlé de sujets dont on ne parle pas au quotidien. Pourtant, je mange tous les midis avec elle. Parce qu'il y avait une architecte, parce qu'il y avait une avocate en droit de l'immobilier à côté, enfin et ça crée une posture d'ouverture que j'ai bien aimé. Je sais pas d'ailleurs si c'est parce que c'est la manière dont tu l'organises ou si c'est la vibes que tu as lancée qui le fait? Ouais. Il y a, plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit. Déjà, parler de club d'affaires type le réseau de l'Olympique Lyonnais. Effectivement, nous, parmi les raisons, qu'on a eu de créer Cause, il y avait aussi devenir, l'anti-club d'affaires. Pas qu'on a un problème avec les clubs d'affaires, mais moi, j'ai plutôt regardé l'offre et j'ai dit: «Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut pas être un club d'affaires peut pas s'adresser entre guillemets à la masse ou à un maximum de gens?» Parmi ces critères-là, bah, déjà, il y a le prix et on ne viendra jamais remplacer un club d'affaires. Je te dis pas que demain, il y aura pas un cause un peu premium club d'affaires où là, les connexions seront différentes. En l'état, c'était de dire: «OK, aujourd'hui, un club d'affaires, c'est réservé à une type de population à tel prix. Nous, on veut que demain, dans cause, ce soit vachement accessible» et c'est ce que j'aime aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants de boîtes qui font, il a 500 employés, tu vois? Et on a des jeunes diplômés. À première vue, sur les formats actuels, ils vont pas déjeuner ensemble, mais demain, ce qui me plaît aussi, c'est de créer des formats. Et pour répondre à ta question, est-ce que c'est une vibe qu'on a? Je pense que est-ce que c'est une vibe qu'on a créée? Je pense que la démarche déjà de dire: «Viens déjeuner avec des inconnus», tu filtres naturellement. Si j'y vais, ben, j'accepte ça, donc il y a un format, d'ouverture. Hem, ça se passe pas toujours, hein. Il y a
énormément de bons retours. Parfois, il y a des gens qui ont moins apprécié l'expérience. Ils réessayent, ils ont adoré. Ça reste de l'humain, je peux pas tout contrôler. Par contre, ce qu'on est en train de voir, c'est que maintenant, il y a une logique de format. Tu vois, on a notre format Cause Club sur, des déjeuners, on fait aussi des dîners, on teste des cafés, mais Cause Club qui est: OK, on te met à la table en fonction des 3 piliers que je vous ai cités tout à l'heure. Mais là, on est en train de se dire: «Mais attends, pourquoi on ferait pas un format Cause Link?» Cause Link, c'est simplement, j'ai envie de connecter avec des gens et là, on te connecte sur la personnalité. Et là, tu arrives, nous, on prend juste ton pilier de la personnalité, on s'assure qu'à la table, du coup, tout de suite, tu vas avoir ce sentiment de: «Tiens, je les connais depuis 10 ans ces gars ou quoi?» Et en fait, sans du tout regarder le poste. Et après le poste, tu discutes et voilà. Tu as un autre, format là que, bah, j'ai lancé avant de venir ici, auquel je crois beaucoup, qui s'appelle Recause du coup, lié à de la recommandation. Où là, pour le coup, bah, je pense que le mail, vous l'avez tous les 2 reçu, vous me direz, mais on a rajouté un petit bout de formulaire où vous allez me décrire la typologie de vos clients et je vais vous proposer un déjeuner à table avec des personnes qui ont les mêmes clients que vous, qui ne sont pas des concurrents. Objectif du déjeuner très clair, on s'échange des contacts. Tiens, tu as tel mec, moi j'ai tel mec, je peux te les passer, tu peux bosser avec mon client, je bosse avec le tien. Et ce que je trouve, très bon dans ce type de business, après il va falloir, je pense que toi, ça va être une question de très, très gros volume et ça, on en parlera juste après, un peu le côté, business model. Mais il y a tellement de variantes que tu peux lancer. Par exemple, moi, je fais des foot tous les mercredis, mais toujours avec les mêmes personnes. Je suis dans un groupe et demain, tu crées le cause entrepreneur, mais en mode, tu nous loues un terrain et on se retrouve avec 9 autres personnes et on tape notre foot, mais avec des autres entrepreneurs. Ça peut être quelque chose. Le paddle aussi qui est très relié à l'entrepreneuriat et bah, demain, tu vas jouer au paddle, tu sais pas avec qui tu vas jouer. Il y a peut-être juste la question de niveau que tu peux mettre, mais ça peut être aussi une super idée et je trouve la manière de dupliquer la chose, ça peut être ultra pertinent avec plein de branches. Après le but, ça va pas être de se disperser. Hem Et je pensais à une chose aussi, il y a plein d'entrepreneurs qu'on pense, inaccessibles en France, peut-être certains qu'on voit un peu à la télé, des choses comme ça. Est-ce que, par exemple, avoir une branche après d'un cause un peu vraiment premium pourrait être intéressant ou tu veux que ça reste quand même quelque chose d'assez populaire dans la démarche, quoi? Ouais, deux points que tu soulèves, qui sont vraiment dans la vision, et auxquels je vais te répondre en l'état. Évidemment, on connaît l'entrepreneuriat, ça peut bouger. Heu, Prenons l'exemple du sport. Oui, oui, un jour ça se fera, il y a même des discussions liées au padel. Par contre, je ne sais pas si ça se fera sous la marque de Cause. En gros, ouais, plus ça va, plus je me dis, là, j'ai les papillons dans le ventre avec cette boîte, alors que je fais de l'entrepreneuriat depuis 15 ans. J'ai jamais ressenti ça, tu vois? Je sens que j'ai trouvé mon truc en fait, ce que j'aime, c'est connecter les gens. Maintenant que j'ai dit ça, bah, demain me dire: «Bah, j'adorerais, avoir, plusieurs activités qui permettent de différentes manières de connecter des gens». Heu, Demain, si, je réfléchis à une offre de, rencontre pro liée au padel, je pense pas que je la mets dans Cause et je pense que parce qu'aujourd'hui, en tout cas par rapport à mes compétences très market et tout, j'ai pas de mal à me dire: «Vas-y, je recrée une marque». Je suis pas sûr, certains disent: «Tu recrées une marque, tu repars un peu à zéro». Pas sûr, tu peux un peu tout connecter, mais au moins tu sens bien parce que à première vue, j'ai peur, je veux pas que demain le Cause ce soit, tu croises quelqu'un dans la rue, il te dit: «Ah Cause, mais tu joues au padel?» et toi tu réponds: «Non, non, j'aime bien aller au resto». Attends, qu'est-ce que tu vois? Mais je suis d'accord avec toi qu'en fait et d'autant plus quand tu es dedans, tu réalises qu'il y a 1000 manières de connecter les gens, quoi. Donc c'est hallucinant. Il y avait ce sujet-là et l'autre sujet dont Le côté un peu premium enfin premium, tout est relatif. Alors ouais. Mais demain, par exemple, je m'inscris à cause, je m'inscris à un déj et je me retrouve enfin, je vais prendre les personnes qu'on voit le plus. Je dis pas que c'est les plus pertinents, mais tu te retrouves avec un Anthony Bourbon, un Éric Larchevêque et cetera autour de la table. mais je vais ouais. Est-ce que ça, c'est un quelque chose qui est faisable? Alors oui et là, je te parle encore en l'état et j'ai même envoyé des premières bouteilles à la mer vraiment la semaine dernière, donc c'est dingue que tu en parles. Heu Mais pour le moment, ma vision, c'est pas sur du premium, c'est plus, moi, je veux rester sur ce sujet de masse, on va en parler. Nous, notre vision, ce qui nous attire, demain, un des trucs qui nous porte, c'est de se dire: «Demain, je fais déjeuner, 10 000 personnes partout dans le monde», tu vois? Donc c'est vraiment aller chercher, ce genre d'échelle-là, et du coup, ce serait presque un frein de dire: «Bah et puis, bon, à côté, je fais une offre premium». Je crée des castes dans cause et ça, vraiment, en tout cas, en temps 1, j'ai pas envie de dire: «Ah bah, il y a ces causes-là, puis il y a les causes, au-dessus». Par contre,
une fois qu'on aura la communauté peut-être, suffisante pour le faire, j'adorerais faire ça, mais plus sous forme de tirage au sort et là, ça me parle énorme. Prenons l'exemple, d'Anthony, Bourbon. Allez, on va prendre l'exemple de Guillaume Moubèche-Walda. Guillaume, de me dire: «Demain, j'ai une communauté de» alors lui, il est plutôt à Paris, donc ce sera un déj effectivement, à Paris. Je pense que ça t'empêche pas de le proposer à toute la communauté française parce qu'aller à Paris pour un déj, c'est pas très compliqué. Tu as, 10 000 membres en France et ben, tu fais une communication en disant: «Il y a un déjeuner avec Guillaume». On va retenir, allez, 3 personnes si on garde le concept, 3 personnes qui pourront déjeuner avec Guillaume, déjeuner intimiste, échanger, parler comme on pourrait, discuter, avoir un déj avec n'importe qui d'autre. Le prix, c'est le même. Aujourd'hui, on est à 9 €, demain, c'est un abonnement, mais de dire: «Si tu as un abonnement à 19 € par mois, tu peux participer à ce déj». Par contre, on va faire un tirage au sort et ça me parle parce que si on rentre un peu dans le détail et d'un point de vue, on va dire très, encore une fois marketing, je trouve que c'est un axe de communication super intéressant parce que tu as envie d'eux, hein. Pas se mentir, le jeu, j'aime bien l'idée qu'il soit 5, que ce soit pas un jeu d'argent ou autre, mais le jeu, ça c'est quand même un levier assez incroyable de dire: «Bah, attends, vas-y, j'ai hésité à faire cause, je vais y aller là au moins pour tenter ma chance et si je suis tiré au sort ou autre» et ça fait un axe de communication parce que pour la marque personnelle de la personne, tu as quand même, X milliers de personnes qui le voient et tu rentres pas, tout de suite dans du premium. Très clair. Je sais pas si tu avais une question, moi j'en ai une autre, un peu Je enchaîne, hein. business model, donc toi aujourd'hui, ce qui va faire la valeur de cause et ton business model, est-ce que c'est le fait d'avoir une masse de personnes qui vont payer l'abonnement 9 € et cetera par mois ou plus? Ou est-ce que c'est de développer la technologie en interne qui va faire le matching automatique et c'est ça qui fera la valeur de ta boîte? Je m'explique aujourd'hui, est-ce que c'est cause, ça sera une boîte de mise en relation et d'abonnement? Ou est-ce que c'est une boîte d'être les premiers à développer une technologie ultra poussée de matching qui va valoriser la chose? Je ne sais pas si ma Bonne question est claire. question, très clair, très clair. Mon associé Harris qui, n'a pas que cette casquette-là, mais gère plutôt la partie technique, surtout parce que moi je suis nul là-dedans, j'espère du moins, uniquement là-dedans. Lui a vraiment, on en a déjà parlé, le côté développer demain, se positionner comme un acteur, qui a développé une solution de matching qui peut être utilisée d'autres manières. Pourquoi pas? Honnêtement, pour le moment, ce en quoi je crois, c'est vraiment la communauté et j'ai ce sentiment, on voit bien ce qui se passe autour de la donnée. C'est pas pour rien que les réseaux sociaux sont aussi puissants aujourd'hui, un LinkedIn est aussi puissant. LinkedIn, il vend sa donnée, hein. Quand tu fais de la pub, c'est ce que tu viens acheter et d'après les chiffres et la croissance de LinkedIn, ça va plutôt bien pour eux. Et ben, j'ai vraiment le sentiment que demain, qui plus est quand tu es pas, de la Silicon Valley, un petit acteur, ce qui fera foi au-delà de, OK, une croissance du chiffre d'affaires ou autre, c'est, la donnée, la qualité de ta donnée et l'engagement autour, de ta communauté. Donc moi, je crois plus en ça, de dire d'où aussi le fait d'être attiré par ouvrir des villes et des pays, c'est demain de pouvoir dire: «Ouais, à mon échelle, j'ai, je fais rencontrer tous ces gens-là et j'ai une, une donnée super précise». Alors ça fait toujours peur d'un peu, je trouve, quand on dit donnée, comme si j'allais c'est pas question de dire, je la vends, je l'utilise et tout, je m'en fiche, mais c'est plus de dire: «Grâce à cette donnée-là, je vais proposer des trucs plus pertinents que tous les autres». Parce que et c'est pour ça qu'on finalise une application, c'est que là, aujourd'hui, je connais plein de choses sur la vie, on va dire, professionnelle de nos membres. Demain, avec une petite notif, bah, ce serait: «Tiens, parle-nous un peu plus de tes hobbies». Parce que d'arriver à un stade de dire: «Waouh, demain tu arrives à la table», il faut du volume pour ça, mais tu arrives à la table et potentiellement, tu as un potentiel partenaire, vous êtes tous les 2 fans de tennis et il s'avère que vous adorez cuisiner le week-end. Enfin et puis là, tu viens master le sujet de la rencontre, quoi. Je réfléchis, moi, par exemple, je parle au quotidien à l'IA, à ChatGPT. ChatGPT a plein d'infos sur moi et là, je sors ChatGPT, je peux lui demander, «Choisis-moi un restaurant, choisis-moi un sujet de podcast en fonction de mes intérêts du moment». Dernière conversation. Demain, c'est vrai que si demain tu pouvais analyser l'ensemble de mon ChatGPT, toutes mes conversations, tu arriverais à faire un persona de moi qui est, formidable. Tu aurais plein d'infos et c'est vrai que basé sur toutes ces données, sur plein de profils IA, je te balance l'idée comme ça, hein, ça peut être une idée farfelue, tu pourrais faire des matchings
je sais qu'Alexis et moi, par exemple, sur la manière de fonctionner, tu nous matcherais forcément. Ça permettrait à Alexis et moi qui sommes associés aujourd'hui de se rencontrer potentiellement. Des gens créatifs de se rencontrer, des gens, des semblables. Peut-être, voire même, on va prendre même des opposés enfin genre totalement opposés plutôt, qui pourraient se rencontrer. Ouais. Ça pourrait être une idée, je sais pas ce que ça vaut, mais C'est carrément quand, je parle de profil, de personnalité, aujourd'hui on te la demande. On me dit: «Tiens, tu penses être quel profil?» Vous qui avez rempli le formulaire, je pense il y a un peu longtemps, vous l'avez pas eu, c'est une évolution on va mettre ça à jour bientôt, mais demain, il y aura une vraie logique de te dire: «Bah, tiens, prends 3 minutes en plus, réponds à ces 15 questions qui sont». On a déjà fait un peu tous ces tests d'accord, pas d'accord, tout à fait d'accord sur des questions un peu de situation de vie et grâce à ça, tu crées des pourcentages de Compatible. compatibilité. Waouh! Oui, bon, c'est là. Waouh, il est beau, mais bon, là-dessus, attention, ouais, et c'est pour ça, pour finir sur ta question, en disant ça, on réinvente rien, tu vois? Ça existe depuis la nuit des temps, donc c'est pour ça, je sais pas, ce sentiment de dire: «Ouah, demain devenir, l'outil qui matche mieux que les autres», en vrai, il y en a qui plus est quand tu es dedans, il y en a qui le font très bien. Ouais, ce que je trouve hyper intéressant, c'est les perspectives de business model pour toi, parce que plus tu vas accumuler de data, mine de rien, plus tu vas pouvoir faire de la pub sponsorisée. Et je pense qu'il y en a qui peuvent en avoir fortement besoin finalement. Et au-delà du matching, d'avoir ce côté où si tu es fan de tennis, tu vas pouvoir proposer véritablement aux gars la pub qui convient bien, quoi. Ouais, tout à fait. Ben, nous, sans en être à l'état de pub sponsor, mais dans cette veine-là, tu vois, une idée qui est en discussion, et pour rester sur nos sujets de déjeuner, de dîner, pas perdre trop l'ADN, ce serait, par exemple, l'exemple d'un diamantaire qui fait du diamant de synthèse. Exemple très niché, mais parce que j'ai eu, l'échange avec un ami qui fait ça, de dire, ben, lui, il sait que sa cible, les personnes qui lui achètent, c'est du CSP+, et typiquement, il a beaucoup de dirigeants d'entreprise de telle boîte, de directeurs de boîte de telle taille. Donc en fait, plein d'infos que j'ai moi. Évidemment, je ne vais pas lui vendre cette info-là, ce serait débile et c'est pas du tout les valeurs et la démarche. Par contre, je peux prendre cette partie de la base, leur envoyer un mail en mode: «Est-ce que les diamants, la joaillerie est un sujet qui t'intéresse? Si c'est le cas, on t'invite à, la Mer Brasier ou à un restaurant». Incluse. Ouais, voilà, un restaurant étoilé, tout frais payé, toujours avec cette logique de matching. Tu seras dit les 10 personnes seront des personnes qui matchent avec toi professionnellement. Tu es invité et parce qu'il y a justement un joaillier qui veut te parler des diamants de synthèse. Donc en plus, bah, potentiellement, tu découvres un sujet ou autre et évidemment, ben, tout ce repas-là, il serait financé par le partenaire, dans notre exemple, le diamantaire. Donc tu vois? Et quand tu ouvres cette porte-là, boum, c'est tentaculaire. Il y a la porte du qu'on va appeler du B2Me, de faire de l'intra-entreprise dans du grand compte. Ça, il y a déjà eu des initiatives, mais on en discutera si vous voulez, mais boum, ça fait une autre porte que tu peux ouvrir et du coup, à la fin et là aussi, j'en parlais avec un ami entrepreneur qui m'a mis dans un prisme vachement intéressant, qui me disait: «Mais en fait, toi, tu as tellement ce sujet de communauté, de données que tu pourrais même te projeter et te dire: «Tiens, quel est mon objectif vraiment avec Cause?» Et si demain ton objectif, c'est de dire là, on parle vraiment entrepreneur, tu vois? De dire: «Bah, moi, en fait, Cause, je le vois comme, une boîte que, je développe et puis que je veux vendre derrière un autre acteur». Honnêtement, c'est pas les envies actuelles, mais c'est intéressant de se mettre dans ce prisme-là d'un point de vue entrepreneurial. Bah, si tu te mets dans cette logique-là, OK, alors quels acteurs demain pourraient racheter quelque chose comme Cause? Allez, prenons un grand compte dans les ressources humaines. Ah, super intéressant, connecter les gens, savoir un peu où ils en sont de leur aventure professionnelle. Pourquoi pas? Prenons cet exemple-là. Ben, en fait, derrière, ton boulot, ça pourrait te dire peut-être demain de rendre le service gratuit ou de faire certains déjeuners gratuits et dire parce qu'en fait, l'offre nous déjà c'est pas très cher et à ce prix-là, on arrive à avoir des beaux chiffres de croissance. Bah, en fait, tu rends gratuit. J'ai encore une fois, j'aime pas trop la démarche parce que ce qui est gratuit n'a pas vraiment de valeur et tout, mais je me répète, le prisme est intéressant et du coup, tu fais une croissance folle, tu deviens vraiment l'acteur qui, à un moment, peut-être dans un an, peut se retourner vers n'importe quel grand groupe qui fait de la croissance externe en lui disant: «Bah, ouais, écoute, regarde en un an, bah, j'ai, 80 000 membres,
Ah OK, nous on fait des newsletters depuis 10 ans, on en a 2 000 et on a 10 de taux d'ouverture. Ah bah, moi écoute, j'ai, 80 de taux d'ouverture, parce qu'en fait, tu as créé un truc communautaire. Donc tu vois, il y a un prisme intéressant. Mais il y a tellement de choses. J'avais formé une dame qui bossait chez Stellantis l'année dernière, grand groupe et cetera, grosse problématique de management. Elle me disait: «Le plus gros problème, c'est que les gens se connaissent pas, ils discutent pas entre eux. On bosse tous chez Stellantis, mais je sais même pas qui j'ai en face de moi». Et je me dis: demain, Stellantis, il pourrait totalement être capable de mettre, allez, 50 000 balles sur la table pour cause, et c'est à vous d'organiser au sein même des salariés de Stellantis ce type de déjeuner pour qu'ils apprennent à se connaître. J'ai ouvert la porte et tu es rentré dedans, mais tu le vois très bien ce modèle, quoi, hein. Ça me fait penser, j'avais fait une étude de marché sur, les réseaux social d'entreprise, les RSE. L'idée, c'était de se dire qu'on a comme tu dis, dans une entreprise, Stellantis, Volvo, enfin des grosses entreprises, les gens qui ne se connaissent pas, on ne connaît pas le collègue qui est sur le bureau en face. Alors maintenant, il y a eu le flex office, retour un peu à l'espace coworking un peu classique, dans les grosses boîtes, plus ou moins classique d'ailleurs, mais les gens ne se connaissent pas. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de se connaître. Enfin, je veux pas me faire l'avocat du diable, mais il y a quand même des milieux qui sont propices et moi, j'ai apprécié le fait de rencontrer des gens de grosses boîtes parce qu'en fait, ils veulent pas de connaître de gens dans leur entreprise. Des fois, ils sont contents de se libérer de l'entreprise et de rencontrer d'autres pairs. Hem, donc je sais pas si, un train entreprise, je pense que ça dépend vraiment des entreprises. Je sais pas si on peut, à la SNCF, si on peut un peu, faire, déjeuner les cheminots, les techniciens, les ingénieurs IT de chez SNCF. Là où je vois le côté, c'est que nous, dans l'entrepreneuriat, on est vachement ouvert au dialogue et vachement ouvert à la rencontre, et c'est vrai que peut-être que ça serait, essayer de mettre un tempérament entrepreneurial chez les gens. Moi, je prends l'exemple de ma mère. En vrai, elle, ce qu'elle aime bien, c'est de manger son taboulé toute seule et elle a pas envie d'aller parler aux autres, quoi. Et c'est vrai que, est-ce que ça serait pas prendre le tempérament entrepreneurial pour, Alors, mais je pense que bon, t'obliges pas et tout le monde n'est pas fait pour cause, mais quand même globalement, on est un animal social, tu vois? Et on a besoin de connexion et il y en a, ils ont bien assez de connexions sociales. J'ai beaucoup de retours comme ça, hein, dans nos actions de prospection pour faire connaître cause. Ça m'arrive parfois des gens qui me disent: «Ah c'est cool, mais moi, ah j'ai ma façon de rencontrer, mon réseau, ma famille, mon truc qui fait que un truc en plus, non». Il y en a quelques-uns, tu vois, quand même comme ça, mais je trouve intéressant si on reprend l'exemple de SNCF, encore une fois, c'est intéressant d'en discuter, je ne sais même pas si on ira un jour, mais de dire 2 personnes qui font des métiers justement, ils sont pas du tout amenés à se rencontrer dans leur métier. Le cause devient vraiment, sur mesure pour la boîte parce qu'en fait, ce que je trouverais dingue, c'est de mettre ces personnes autour de la table parce que, en fait, ils sont tous les 4 fans d'échecs, tu vois? Ils font pas du tout le même métier et évidemment que du coup, tu repenses le goal. Mon cause actuelle fonctionne pas en intra-entreprise parce que je vais pas, faire matcher par rapport au profil pro. «Ah cool, je suis à table avec mes collègues du marketing». Bon, mais vraiment de créer une espèce de dissonance que je trouverais dingue même d'avoir à la table une fois par mois, tu as, un top manager de SNCF qui se retrouve à table avec des personnes qui sont si on prend une hiérarchie bien en dessous dans la hiérarchie, donc qui ne seraient jamais arrivés à cet échange-là, mais ils ont des points communs, ils parlent de ça. Mais honnêtement pour, l'alternant à la table comme pour ce top manager, je pense que d'un point de vue RH, tu t'en ressors boosté, hein. je comprends clairement le point de vue, et aujourd'hui, on comprend donc que tu es passionné de réseautage, de mise en relation et cetera, et qu'est-ce qui explique ça? Enfin, par rapport à ton parcours aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a amené à, lancer Cause en 2025 et le poursuivre en 2026 et faire en sorte que ce soit une licorne en 2030? Et ça peut paraître, pas prétentieux, mais tu sais, fausse modestie, je détesterais, que Cause devienne une licorne. Mais dans le sens, ça me paraît bizarre dit comme ça, mais en fait, j'ai tellement aujourd'hui, genre, 34 ans, je me sens une bonne vision de ce qui me plaît pas dans la vie et du coup un besoin d'équilibre qui fait que j'adore, je suis passionné d'entrepreneuriat, mais pour avoir échangé avec quelques personnes qui l'ont vécu, si une «licorne» entre guillemets te tombe dessus ou du moins que tu arrives à la créer, ta vie est vraiment dédiée à cette, fameuse, licorne et je pense après chacun c'est mais j'ai le sentiment que c'est, un style de vie qui me plairait pas. Parenthèse fermée, je sais pas pourquoi je t'ai raconté ça. C'est ça peut faire commenter, tu vois? Allez-y, dites-nous ce que vous en pensez. Honnêtement, sur le côté, genèse de Cause, il y a eu un peu plein de c'est un mix de plein de trucs évidemment. Faut revenir pour bien comprendre 5 ans en arrière, création de
ma dernière boîte, Behind the Skills, cofondée avec, 2 amis, sur, on lance un média vidéo B2B. On arrive en se disant: «Ouah, LinkedIn, c'est chiant. Dès que le contenu, il est corporate, il doit être chiant. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire des contenus où tu apprends des trucs, tu es meilleur dans ton métier, mais tu prends plaisir à regarder le contenu?» Donc très vite, on s'est inspiré des codes de YouTube, des tutos un peu dynamiques et tout, avec cette vision de: on va montrer un média avec tellement de gens qui le suivent que très vite on nous paiera, pour ce média-là. Bref, bon ça s'est pas passé comme ça, donc très vite on a monté une agence de prod pour vivre et on a toujours un peu vécu avec cette agence de prod et ce média. Je te raconte ça parce que moi, Behind the Skills me fait découvrir d'abord un monde qui est LinkedIn. Honnêtement, j'avais l'image de la CV Tech qui est en train de disparaître quand même, mais qui est toujours là pour certains. 5 ans et puis je comprends qu'on peut créer du contenu dessus. J'aime bien écrire, je me prends au jeu. J'arrive justement avec cette, plume, anti-corporate, donc vraiment je casse les codes, ça plaît et assez vite je développe une communauté là-dessus et comme j'aime bien écrire, régularité, bah, je le fais souvent et ça se développe. Donc ça, c'est un premier point. Et un autre point, c'est, enfin non, ça part de là, en fait, au bout d'un moment, j'ai cette communauté, tous ces gens avec qui je suis connecté, mais parfois, je m'amuse un peu au hasard à écrire à des gens en disant: «Bah, tiens, on est connectés, ça te dit qu'on s'appelle ou qu'on aille se boire un café vu que tu es à Lyon?» Et tu as une réponse une fois sur 10. C'est quand même sympa, ouais, tu es connecté, mais en fait, tu es connecté à personne. Donc moi, j'ai besoin de sortir la tête de l'écran. Je me dis: «Tiens, je suis un peu le marketing, le gars du marketing de la boîte, de l'équipe d'associés». Donc je me dis: «Je vais créer des clubs à Lyon, un club de marketing». Le sujet me plaît et évidemment, un club avec des décisionnaires marketing, par définition, ils auront peut-être des besoins en prod vidéo, voilà et du coup, je lance les gones du market, je le cofonde, mais je l'ai surtout dans le fond de ma to do. Je me dis: «Bon, quand j'aurai le temps». Mais tu sais qu'il faut du temps pour créer un club, que tu as plein d'autres chats à fouetter et au détour d'une visio avec un directeur marketing lyonnais, Alexandre Jeanpetit, hem, on on fait un call parce qu'il a un besoin en vidéo. Lui, il vient d'arriver de Paris et il me dit: «Putain, tu connais pas des clubs à Lyon? À Paris, il y en a plein. À Lyon, j'ai rien vu de qui m'excite, en tout cas, un truc un peu cool et tout». Je lui explique que j'ai ça dans le fond de la to do et il me dit: «Vas-y, ben, si tu veux, on le lance tous les 2». Donc là, grâce à ça, ça me met le pied à l'étrier, on le lance. Effectivement, bel engouement, aidé par le fait de capitaliser sur une communauté, donc tout part de LinkedIn et je vais beaucoup le répéter parce que même pour cause, aujourd'hui, les premiers chiffres qu'on a, si j'ai pas la communauté LinkedIn, je dois attendre 1 an ou peut-être 2 ans pour avoir ces chiffres-là, honnêtement. Donc Skrellegon est là, papillon dans le ventre. Un truc où tout le monde me dit: «Ouais, merci d'organiser ça». Moi, c'est pain in the ass le truc, surtout des profils marketing qui organisent des événements, des machins. À plein me disent: «Oh, moi, ça me saoule quand je dois le faire». Putain, moi, au fond de moi, je me dis: «Bah, moi, j'adore. Non seulement j'ai une facilité à le faire, mais je prends du plaisir», tu vois? Donc je crée les gones et je prends tellement de plaisir que je me dis: «Ah, ce qui me manque un peu dans les gones, c'est qu'avant d'être un gars du marketing, je suis un passionné d'entrepreneuriat». Go le faire avec des entrepreneurs. Donc je crée les GEOs. Hem, pour même te raconter la genèse des GEOs, je crée un groupe WhatsApp avec, 5 gars que je connais et je leur dis de ramener 5 autres entrepreneurs. On va boire une bière à 10. Je leur explique un peu ce que je veux faire en mode: «Ben, moi, je vous promets un événement par mois. Je vous demande de venir au maximum et je vous promets que ce sera cool et que ce sera pas dans le prolongement de votre journée de travail, que vous vous direz: "Tain, ce soir, j'ai GEOs, je suis content". Le MVP t'est lancé. Exactement et là, on attaque la troisième année, donc on est à 2 ans et 2 mois exactement, tu vois? Je et je te dis, rien que cette première soirée, pareil, je prends un plaisir de fou, je sens les gens, il y a un market fit pour reprendre des termes très, market entrepreneur, mais on sent que les gens ont besoin de ça, là. Il y a cet après Covid, il y a ces visios à répétition, il y a un truc qui se passe. Et donc, les GEOs se développent et pareil, je prends un malin plaisir. GEOs, pour la petite parenthèse, pour Gone Executive Officers, J'allais te demander, qui est une vanne,
que j'ai pas trouvé spécialement drôle, mais en fait, au bout de 2-3 soirées, je dis on est une quinzaine de membres et je dis: «Bon les gars, par contre, il faut un groupe, ne serait-ce que pour le WhatsApp». Je mets Geoz non pardon, j'avais mis Geoz et je dis: «Les gars, vu que ça se développe, par contre, ce serait bien peut-être d'avoir un vrai nom. Vous devez vous dire le Gone Executive Officers». Et tous ils me disent: «Ah non, surtout pas, change rien parce qu'on sait pas ce que ça veut dire et quand on sait, ben, c'est marrant». Donc le nom est resté Comme HTW. voilà, les acronymes et du coup, ça a inspiré un peu, Cause, hein, pour rester sur un autre acronyme et donc j'en arrive à, la genèse de Cause. On est plutôt sur la fin de Behind. On teste des bref, pour plein de raisons, ça s'arrête, mais ça se termine bien et et là, je me retrouve un peu, tu vois, introspection, compliquée, doute de l'entrepreneur, tac, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je rentre même dans des process d'entretien avec des boîtes très cool pour le coup, mais tu vois, je pas que c'est mal de rentrer dans des process d'entretien, mais je me demande si je vais continuer à entreprendre et hem et heu et puis tu vois, je repense un peu à tous ces réseaux, tout ce qui me déplaît dans les réseaux, l'engagement, le fait qu'il y ait trop de monde, le manque un peu de quali, d'humain et où je me sens assez à l'aise pour le faire et puis, je repense à un concept que j'avais vu passer, au moins 2 ans avant qui s'appelle Time Left, qui organise des dîners entre inconnus plutôt orientés, dans le perso et l'espèce de cerise sur le gâteau, c'est que je suis dans cette réflexion de cause, j'ai même trouvé mon acronyme, tu vois? De dire: «Ouais, je vais faire rencontrer des pros, petit comité et tout» et la vie étant très bien faite, ou du moins ce que t'envoies à la vie, elle te le renvoie apparemment. Je me retrouve à animer la conférence du fondateur de TimeLeft, Maxime Barbier, à, Hachette, à Lyon. Donc grâce à Hachette, je me retrouve avec Maxime et on échange, sur toute son aventure, TimeLeft. J'ai un peu de temps avec lui en off, donc tu vois, vraiment pour pouvoir parler et comme je lui ai dit d'ailleurs, quelques semaines derrière par texto, ça a été comme je dis, la cerise sur le gâteau. Le dernier déclencheur où je me suis dit: «Vas-y, le challenge, il a l'air compliqué» et on en parlera. En vrai, il y a avant que cette boîte, elle soit viable, il va y avoir encore du boulot, mais ça cochait toutes les cases. Vraiment, j'en ai eu des frissons de: «Waouh, ce que tu as fait!» Alors lui, l'histoire est particulièrement incroyable. Allez écouter ses podcasts, ses trucs, j'adore. Mais je me suis dit: «Putain, ça c'est» en plus, il y a le challenge entrepreneurial, donc je vais avoir le challenge entrepreneurial, pouvoir connecter les gens et j'ai même un nom, let's go. Et c'est comme ça que c'est parti. Et j'ai une question par rapport à ton parcours, de Behind the Skills aujourd'hui. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, franchement, je ponçais les vidéos. Je disais éno avant de te connaître, enfin, je t'ai connu «via ça» entre guillemets et je trouvais ça hyper quali. Qu'est-ce qui a manqué? Si tu veux ou peux en parler. Si tu veux pas, tu me le dis. Mais qu'est-ce qui a manqué pour que ça fonctionne? Aujourd'hui, une grosse prod, des belles vidéos sur YouTube hyper pertinentes. Je me rappelle même, je voulais me former sur LinkedIn Ads et j'avais tapé, que comment faire du LinkedIn Ads et j'étais tombé sur une vidéo de toi en train de raconter comment faire et j'ai un peu poncé ton contenu pour le recracher le lendemain durant une formation et je me dis: «Mais ça m'a sauvé la vie sur le coup» et qu'est-ce qui fait que ça a pas fonctionné? Ouais, très bonne question et pas mal de facteurs, qui sont de plus en plus clairs, hein, plus le temps passe. Déjà, il y a un sujet, d'alignement, mais qu'on connaît. On avait assez d'expérience, hein. On avait assez poncé l'entrepreneuriat pour savoir l'importance de se focus, surtout au début. Nous, je pense, première erreur, mais qu'on a adoré faire, c'est se dire: «On veut créer un média». On arrive à développer une agence de prod à côté, mais on continue à se dire que demain, notre vie, c'est le média. Alors déjà, on était là, donc un peu on a siloté Brett qui était alors qu'on était 15, mais moi, par exemple, j'étais plus la partie média et mes associés plus l'agence de prod. L'agence de prod nous faisait vivre, mais en réalité, c'est pas ce qui nous excitait, mais c'est là où on avait le plus de charges salariales. Le média, bah, on avait quand même des charges salariales, mais il était financé par l'agence de prod. Donc au final, tu bossais comme un chien, tu faisais rentrer grave du chiffre, mais quand tu regardes en détail, tu faisais quasiment pas de résultats. Ouah, c'était donc je dirais premier sujet avec le recul, c'est qu'à un moment, on aurait dû est-ce que c'est l'ego entrepreneurial? Est-ce que c'est je saurais pas te dire, mais on aurait dû taper du poing sur la table et se dire: «Vas-y les gars, on choisit une direction et on y va» et d'ailleurs, on n'est pas on l'a quand même fait et on le fait 1 an avant la fin de Behind. On en arrive un peu là,
parenthèse aussi, le recrutement sur un modèle d'agence. Nous, on est trop été bercés par un peu la startup nation, alors que sur un modèle d'agence, ce qui est dur, c'est qu'il faut bosser beaucoup à flux tendu, tu vois, vraiment avoir de la trésor à l'avance et tirer un peu sur la charge de travail avant de recruter. Nous, on a eu du cash, on recrutait. Mais en vrai, aucun regret. Ça a été notre première aventure de dire: «Waouh, on est en quelques mois, on est passé de 3 à 15 limite», tu vois? Complètement. Donc avec un bureau à Lyon, un bureau à Paris, incroyable, mais mauvais choix parce que dès que le marché s'est un peu resserré et ben, là, ça devient dur et là, mentalement, les tu plus la même énergie, tout se complique un peu en interne et tout et du coup, à un moment, on a réussi à se dire: «Bon les gars, là, faut qu'on a de l'argent sur, les comptes, on n'a pas des années de trésor devant nous, mais quand même, on a un peu d'expérience de notre métier. Venez, on se met d'accord sur un truc» et c'est là où on a choisi, plutôt la formation parce qu'on était toujours un peu entre formation et information avec le média et heu et là, ça a été pas mal un sujet de, je pense, énergie. L'énergie qu'il nous a fallu, on est reparti sur une équipe plus serrée, reculer pour mieux sauter. On a réussi à reculer, ça nous a demandé une énergie telle, je pense qu'on n'en avait plus assez pour sauter et aussi ce côté, j'ai ce sentiment, tu as tellement évolué en 4-5 ans d'entrepreneuriat que et là, ça n'engage que moi, mais avec mes associés, on a peut-être senti un moment où tu te dis: «Waouh, attends, là, on a reculé, on a moins d'engagement». Potentiellement, si tu veux partir sur quelque chose qui te plaît le plus, c'est maintenant. Est-ce que j'ai vraiment envie de ressauter pleinement là? Et je pense que du coup, le saut dans la formation, on l'a fait un peu vite et honnêtement, on s'est pris un mur. On est allé là où on s'est dit: «Mais notre marque, tout le monde l'attend, personne nous attendait» et on est passé à autre chose avec une boîte, Heu, qui perdait pas d'argent, qui tournait bien. Le seul truc qu'on aurait pu faire, à un moment, on a eu une opportunité peut-être de vendre, on aurait dû la saisir. Dur à dire, facile à dire après et même après, on aurait pu vendre la marque. Oui et du coup sur, un projet comme celui-ci, c'est un parcours, l'aventure entrepreneuriale, c'est vraiment une traversée, hein, avec des hauts et des bas. On a parlé de la partie plutôt, fin, mais il y a plein de choses qui se passent. Nous, par exemple, dans ce podcast, l'objectif de base, c'est de faire un podcast. Il se trouve qu'on rencontre des gens, on connecte, on organise des soirées poker. Il y a tout un écosystème qui se crée, un groupe, donc forcément ça fédère. J'imagine que tout au long de Behind the Skills et même peut-être de tes autres activités, tu as eu, des rencontres, tu as eu des choses qui t'ont arrivé qui doivent être assez intéressantes, même, tu as peut-être eu des succès hyper intéressants à mentionner. Je sais pas si tu as des choses à mentionner à ce niveau-là? Carrément, bah, tu vois, quand tu dis: «Sinon on fait juste un podcast», le plus intéressant, c'est de se lancer un peu comme ça naïvement. Mais en fait, tu fais tellement plus qu'un podcast. Tu crées une stratégie de contenu, du coup, tu laisses une empreinte et du coup, tu connectes, tu crées une communauté et grâce à ça, en fait, tu es en train de poser les pierres d'un édifice qui, à un moment, peut te rapporter, énormément de choses sur tout un tas de sujets. Behind, c'est un super exemple. C'est que nous, on voulait tellement créer un média qu'on n'avait aucune boîte, entre guillemets, qui plus est boîte de prod, n'avait une stratégie de contenu comme nous. Au début, c'était on sort une nouvelle vidéo par semaine. Toi qui connais un peu nos vidéos, c'était du contenu quand même assez quali et tout. C'était la première année invivable, mais dans le bon sens du terme, parce que vraiment, c'était l'objectif. Toutes les semaines, une nouvelle vidéo. Ça, sans le savoir, ça a créé euh, un retour sur investissement qui est laisse tomber. En fait, j'ai deux exemples. Il y en a un où euh, franchement, la boîte a 1 an, mais en réalité, notre activité de prod vidéo, elle a 3-4 mois, un truc comme ça. Euh, on se retrouve, sur un deal avec un grand compte lyonnais. On a une très bonne relation avec la directrice, des achats, cahier des charges et tout, on plie le cahier des charges, on fait un devis à 30 000 balles pour un gros projet vidéo et on fait call 1, call 2, bref, tout le process commercial et on finit avec cette directrice des achats qui nous dit: «Ben, ouais, on va partir avec vous. On voulait vous dire, bah, sur ce dossier, vous étiez en concurrence avec Combini et Brut» et OK, alors là, tu sais, tu poker face sur la fusion. Mon associé, on s'aurait toute nos vies, tu sais, on est dans notre toute petite call box à 2, on se regardait en mode, je me concentre pour pas rire, c'est des super bons souvenirs et là, par contre, elle nous dit, en revanche, j'ai une petite question, un truc qui nous taraude un peu, c'est que, ben,
On a un autre sur le même cahier des charges, hein, on a reçu un autre devis d'une de ces boîtes, 10 fois plus cher, à 300 000 €. Même cahier des charges. Ah là, pour moi, tu te dis: «Bah, deal breaker, jamais elle y va, on est 10 fois en dessous du prix». Pour moi, alarme de partout, mais en fait, au-delà de la relation commerciale qu'on avait créée, c'est une personne qui suivait notre média depuis le début. On lui avait apporté tellement de valeur que même malgré le fait que, et encore une fois, je ne veux pas critiquer la taille du devis. Évidemment que les boîtes que j'ai citées, je leur souhaite de le faire, capitalisent sur leur marque et tout, ils peuvent se permettre des devis comme ça. C'est pas sur elles que je crache, c'est sur nous. On était incapables de bien deviser ce projet, sur lequel honnêtement on a perdu de l'argent, tu vois. Je sais pas s'il valait 300 000, mais il valait pas 30 000. Mais malgré cette alerte rouge, c'est dit, non, ouais, je veux tellement bosser avec eux, et je vais quand même. Et puis aussi, bah, 30 000 balles, hein, tu vas, elle a été gagnante parce que on s'est déchiré pour ce projet-là. L'autre petite, parenthèse, et c'est ça, c'est vraiment, c'est l'objectif, c'est de motiver à créer du contenu et à essayer d'aller plus loin qu'une stratégie de contenu. Et pourquoi moi je me battais à dire à toute boîte: «Vous devez pas avoir une stratégie de contenu, vous devez créer un média», parce que c'est, mon Dieu, que c'est, chronophage, mais ça te rapporte énormément. Là, il est un peu plus lié à LinkedIn, mais LinkedIn, je me suis aussi développé rapidement, je vous disais, parce que j'aimais bien écrire, mais aussi parce que j'avais du contenu à valeur ajoutée. Une fois par semaine, je pouvais découper, le tuto avec un Guillaume Moubèche que je remercie encore, qui nous a fait confiance super tôt, des trucs où j'allais toucher des grosses communautés très vite, donc je faisais, croître forcément la mienne. Et un jour, sorti de nulle part, «Bonjour Victor, j'ai un projet vidéo, est-ce qu'on peut s'appeler?» Message LinkedIn. Je regarde, CMO Europe, je regarde la boîte, 500 personnes et tout. Je fais: «Ouais», j'avais jamais en je ne connaissais pas cette personne. Hem, on fait le call et en fait, elle avait un projet vidéo à 60 000 € quand même. À l'époque, nous, c'est un de nos plus gros, deals, et hem et en fait, dans l'échange avec elle, pourquoi je me suis dit: «Pourquoi nous? Pourquoi pas?» Elle a pas un petit Google avant, son réseau 1, son machin et tout. Elle me dit: «Bah, écoute, je suis ton contenu depuis le début. Je t'avais identifié comme, un potentiel producteur de vidéos. J'ai eu mon projet. Victor, je t'ai contacté». Le mec, la CMO, elle a 10 000 chats à fouetter. Elle allait pas passer par 4 chemins. J'ai été top of mind, comme disent très bien les Américains. Boum, c'est parti direct. Bon, bah, là, 60 000 €, tu as déjà rentabilisé pas mal d'investissements. Ouais, donc là, c'est vraiment la puissance de l'écosystème et ça résonne assez bien avec, la logique qu'on a autour du podcast. Parce que quand on s'est lancé, encore une fois, il y a ce côté, on va tourner des vidéos, on veut percer au niveau de la vidéo. Après, au bout d'un moment, il y a tellement de podcasts en plus dans notre niche qu'au bout d'un moment, il faut pas que ce soit le seul objectif de notre côté et c'est là où on a trouvé le bon équilibre avec le côté écosystème que ça crée. Et toi qui as lancé du coup un média et qui a une grosse communauté sur YouTube, enfin sur YouTube et sur LinkedIn, pardon, heu, de manière pragmatique, aujourd'hui, quels sont les indicateurs de réussite pour pousser une communauté? Sur LinkedIn, ce que j'aime bien de ton côté et je te suis encore une fois depuis longtemps sur ça, c'est ce côté humoristique que tu as, mais qui correspond à ta manière d'être et je te prends souvent en exemple dans les formations LinkedIn et je crois même que tu as une slide dans notre PowerPoint où c'est marqué: «Allez voir ce que fait Victor», et cetera. Parce qu'il y a ce côté où tu es tout le temps dans une créativité, dans une innovation. Par exemple, sur ton LinkedIn pour, enfin, vraiment aller voir ce qu'il fait, mais quand tu te mets un peu avec des IA, où tu te mets à côté de Macron, à côté de et cetera, dans un hélico, enfin, tu dénotes et c'est ça qui fonctionne. Aujourd'hui, est-ce qu'on est obligé d'être un gros créatif ou, quels sont les KPI et les indicateurs à mettre en place? Les indicateurs, je trouve, il y a et c'est, de plus en plus l'engagement. J'apprends rien, tu vois? Mais quand même de dire, heu l'engagement et du coup l'authenticité, enfin pardon, c'est le tu dois suivre ton engagement et du coup pour moi, pour réussir, faut, être authentique. En tout cas vraiment à mon échelle et tu l'as très bien dit, je me suis pas créé une image de, tiens j'aime bien, le décalage, inventer un monde pro que je vis pas et compagnie. C'est vraiment ma personnalité et plus je singe cette personnalité, donc je vais à fond dans cette personnalité, je la singe pas du coup, mais plus je l'assume, plus, je vois mon engagement et ma communauté qui se développe. À contrario, pour faire ça depuis 5 ans, je suis passé par plein de stades et il y a eu des moments, créativité, tu es pas tout le temps créatif. Il y a des moments, j'avais la boîte allait mal, j'avais d'autres sujets mais je voulais continuer à créer du contenu régulièrement. Je manquais de créativité, donc je copiais un peu ce qui pouvait se faire.
et j'allais prendre des trucs vu que j'étais beaucoup sur, par exemple, LinkedIn, je voyais plein de trucs qui marchaient bien pour d'autres et je faisais un peu vraiment du copier-coller en mettant sur mes sujets, mais tu mais là, j'ai eu des traversées du désert. J'avais plus du tout d'engagement, comme beaucoup sur LinkedIn. «Oh, l'algorithme, il a changé». Que dalle, l'algorithme, il change. Bien sûr qu'ils font bouger l'algorithme, mais en fait, vraiment avec le recul et là, plus que jamais dernièrement, depuis que j'ai pleinement assumé de dire: «Mais en fait, ce que j'aime poster, c'est ça et même comment je peux aller plus loin dans ce ça et ce pourquoi les gens ils me suivent», bah, en fait, ça a jamais aussi bien fonctionné. Parce que ma question aussi par rapport à ça et après William, je te laisserai prendre la parole si tu as un peu, des angles à ajouter. Sur LinkedIn, on sait que c'est aussi le côté très instantané de la chose qui fonctionne. Je prends un exemple, quand ChatGPT était dense, l'heure après, tu étais là à mettre un post humoristique par rapport à ça et c'est ça qui fait que ça a fortement explosé. Heu, Aujourd'hui, combien de temps ça te prend ta création de contenu? Est-ce que tu es tout seul derrière cette création de contenu-là? Et est-ce que finalement, c'est assumé de te dire, bah, il y a une partie de ta journée, peut-être 1 heure de ta journée, c'est de la créa contenu ou de la réflexion? Ou est-ce que tu as réussi à atteindre un stade où tu es très bon et du coup c'est juste du tac au tac et ça fonctionne souvent, quoi? J'ai envie de te répondre que c'est juste parce que je suis trop bon, mais non. Ah évidemment, au-delà de c'est pas une question d'être trop bon, c'est question de, on parlait de tennis tout à l'heure, un tennisman professionnel, quand toi, tu fais un revers et qu'une fois sur 2 ton revers il part chez le voisin, tu as un pro, ses revers ils font toujours un bruit parfait. Le pro, ça fait des années qu'il le travaille, il le répète, il le répète. Le cas de LinkedIn, et c'est un peu à un parallèle comme tout, c'est que ça fait 5 ans que ce serait intéressant de savoir le nombre de posts que j'ai créés. Donc je passe du temps sur ce réseau. Donc, un moment, je sais pas, s'il y a une époque, il me fallait peut-être 2 heures pour rédiger un post. Parfois, je vais mettre une demi heure parce que j'ai les codes, parce que c'est fluide, parce que j'ai un peu processé. Mais attention, le process, c'est pas la NASA, hein. J'ai un bloc-notes, LinkedIn et j'ai plus le réflexe de: «Ah tiens, on a parlé de ça, je sais que ça peut m'inspirer pour un post». Donc quand je me pose sur un moment de rédaction, bon, bah, déjà, je suis plus là à me dire: «Putain, de quoi je pourrais parler?» J'ai un bloc-notes, tu pas, comme ça, je sais plus en quoi en faire des idées. Boum, tu gagnes du temps. Hem, Tu as un sujet, alors en plus dernièrement, qu'on peut pas cacher, tu en as parlé, qui est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que bien utilisé, on les voit trop sur LinkedIn, les gens ils mettent, «Fais-moi un post là-dessus», le post il est à vomir tellement c'est de l'IA. Par contre, balancer, tu vois, ton draft avec un peu toutes tes punchlines, tes machins, l'écrire, faire des fautes d'orthographe parce que tu t'en fous, vraiment l'écrire comme tu le penses et là dire à l'IA à qui tu as alimenté, tu as dit: «Voilà mes 500 posts, voilà comment j'aime vivre et tout», qui elle vient te le restructurer et tu repasses dessus et tu fais du ping-pong, bon, bah, là pareil, tu gagnes une demi heure et pour reprendre ton exemple de, mon un des posts de toute ma vie qui a le mieux fonctionné, là, il a fait des millions d'impressions, c'est hallucinant, où j'ai juste, singé le fait que ChatGPT marchait plus, donc j'ai fait un post avec illisible quasiment en disant: «Je comprends pas pourquoi, tout le monde, dit que ChatGPT marche pas, moi j'en ai pas malin et tout». Si tu veux, ouais, exactement et ben, ce post-là, sur le coup, bah, lui, de toute ma vie, c'est le post qui m'a demandé le moins de temps. C'est-à-dire que le truc étant beaucoup dans vu que c'est devenu une habitude, j'ai vu l'info passer. Comme c'est une habitude de créer LinkedIn, il y a une partie de moi qui très rapidement fait un rapprochement en mode: «Est-ce que je peux en faire un post LinkedIn?» qui le balance. Bah, tu bien que le post, vu que c'est mal écrit par définition, je l'écris vraiment, je le jette comme ça. Et là, le truc fait, j'ai même fait 2 fois et ça a été trop drôle puisque ChatGPT est retombé en panne un peu après, je l'ai refait et il y avait même des gens qui disaient, «Oui, enfin là, je plein de gens le font, arrêtez de copier et tout». Honnêtement, je saurais jamais si j'étais le premier, mais je sais voilà, je sais comment je l'ai fait et c'est kiffant. Mais ça, c'est des tu vois, c'est un cas à part. Ouais, mais il faut avoir quand même ce côté de, moi je le répète tout le temps, c'est l'actualité. Plus tu es au cœur de l'actualité de ce que les gens ont en tête, plus ça fonctionne. Il faut quand même avoir, ouais, ce réflexe de se dire, «Bah, là, il y a l'actualité, je vais être très bon et placer». Parce que franchement, le post que tu as fait, enfin, sans dévaloriser, un enfant de 14 ans, enfin, peut le faire. Mais
tu l'as fait et tu as été le premier à faire et c'est ça qui est trop bien. C'est un réflexe. C'est comme, exemple tout bête, quand on tourne les podcasts, moi je n'ai absolument pas le réflexe de faire la petite story qui va bien. En fait, la story, c'est, «Tiens, je pense à telle chose, je peux en faire, une actualité». OVH s'introduit en bourse, j'y ai repensé ce matin, je repensais à ce moment où OVH allait s'introduire en bourse. Et j'achète des actions. C'est ce côté action-réaction, créer le réflexe, et je pense que c'est au début, tu le forces, tu le fais par répétition et après ça devient une habitude. Je pense qu'aujourd'hui, Oui. c'est plus facile qu'il y a quelques années de rédiger, à mon avis, pour toi. Et ouais, exactement, c'est créé il y a un réflexe qui s'est créé et puis on va pas se mentir, il y a 5 ans, LinkedIn, il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu. Oublions pas que LinkedIn, c'est vraiment le réseau social où tu as le plus d'utilisateurs fantômes. Fantômes vraiment dans le sens où les gens ne likent pas, ne commentent pas parce que LinkedIn est foutu d'une manière, vous le voyez bien dans un fil d'actualité, où dès que tu interagis avec une publication, ton réseau, une grosse partie de ton réseau voit que tu as interagi. Donc imagine un peu, surtout, dans mon cas, moi le nombre de fois où j'ai vécu des gens qui me disent: «Putain, j'ai trop aimé ton dernier post, j'aime trop tes posts». Je sais très bien, je vois à peu près qu'ils n'interagissent presque jamais avec, parce qu'il y a aussi ce côté, qui plus est quand tu fais du décalé, où ils veulent pas entre guillemets «se mouiller à», tu vois? Et donc LinkedIn a ce côté bien particulier et après, donc il y a 5 ans, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Là, tu débarques sur LinkedIn, il y en a qui le font très bien, hein, qui ont les bons codes, qui ont une vraie expertise nichée et je m'amuse à suivre un peu leur communauté qui explose, très vite. Mais sinon, c'est très dur. Tu arrives, tu vas avoir, très peu de visibilité ou autre. J'ai un très bon exemple dernièrement où je me suis dit, alors je jure que j'avais jamais vu ça sur LinkedIn, un post un peu lié à des recommandations. Ça va avec le format que je veux lancer, donc ça me permettait un peu de tester le: «Tiens, est-ce qu'on fait un post où, bah, vous mettez on structure un peu, vous mettez comme ça vos clients en commentaire et par contre le jeu, c'est que quand tu mets un commentaire, tu es obligé de regarder le commentaire des autres». Le post, il a pété et tu as eu quelques commentaires de gens qui m'ont mis un peu, bah, ça ou non, mais ça j'avais déjà vu. Tu as même des gens qui disaient: «Moi j'avais essayé, mais ça avait pas marché». Et il y en a une qui t'a copié là, hier, j'ai failli t'envoyer le ça, le tu là, dans mon réseau que je connais très bien et elle a fait exactement le même post, sauf que, bah, malheureusement, elle avait un commentaire sur le truc. Ah ouais, c'est terrible, mais par contre ça, ouais, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne, mais du coup, des trucs que tu peux avoir où tu dis: «Ah bah ouais, là, j'ai une espèce de barrière à l'entrée» et c'est un très bon exemple de là, ça fonctionne parce que si les gens savent que le post va être visible. Donc après, c'est toujours dur, tu sais? C'est comme, si on parle de podcast, quand, tu écoutes le podcast d'un entrepreneur ultra successful et moi, j'adore, je trouve ça super inspirant, mais parfois, je trouve que i du coup, ils sont trop dans leur posture de: «Je suis déjà là». Donc bon et toi, là, tu fais comment ça? Bah, il va te répondre un truc, même s'il essaie d'être très concret, c'est pas du tout applicable, tu vois? Et un peu à cette échelle-là, quand on me pose des questions par rapport à LinkedIn, j'essaye toujours aussi de remettre le truc de: «Ouais, moi, tu me dis: "Tiens, tu as une ligne édito un peu décalée". Ouais, mais est-ce que aussi elle est pas permis parce que j'ai déjà créé une communauté, donc elle me suit un peu là-dessus?» Et là, si je devais recommencer à zéro, le conseil que je donnerais, on en a parlé un peu en off, je me dirais: «Bah, je vais créer sans contenu, sans regarder par-dessus mon épaule». Vraiment sans et tant que j'en aurais pas fait 100, mais je rentre même pas dans l'analyse. J'en crée 100, je vois si je suis capable d'en créer 100, et évidemment, je prends un peu le tout, mais une fois que j'ai créé les 100, là, je regarde ce qui se passe. Je suis assez d'accord avec ça. Tu voulais prendre, Non, je disais regarder ce qui marche, écrire quelque chose pour une bonne raison aussi. Parce que, moi je le vois, j'ai fait l'approche très quantitative, j'ai fait l'approche, qualitative. En fait, le problème du qualitatif, c'est que du coup, en fait, tu t'en rédiges moins et c'est pas parce que tu as passé beaucoup d'heures sur un poste et que tu as respecté toutes les bonnes pratiques qu'il va mieux marcher. Et des fois, en faisant de la grande quantité, comme tu dis, dans la masse, il y en a qui vont bien fonctionner. Après, je pense que faire de la grande quantité pour rien dire, faire les mêmes posts que tous les autres, c'est sûr que ça a pas d'intérêt. Ce qui je pense que alors, c'est effectivement pommade, hein, mais au niveau, de tes posts ont quand même un certain côté unique pour la plupart. Les photomontages, même si je crois que elles sont quand même d'origine, les photos avec Bernard Arnault et cetera. Ouais, c'est d'origine, bon. Il me semble, ouais. C'est, bah, attends, c'est évident. C'est facile de faire la même chose. Il faut, connaître Bernard Arnault. Mais du coup, voilà, c'est à ce côté où c'est la première fois qu'on le voit. C'est comme l'époque où il y avait le dauphin, tu cliques pour faire sauter le dauphin et du coup on fallait double taper sur l'image. Ça a été fait et refait, mais quand tu es le premier à faire quelque chose qui compte et quand ce que tu dis est intéressant, en fait, on like les publications intéressantes. On like pas les publications qui ne sont pas intéressantes,
C'est tout bête, hein, mais moi, par exemple, j'adore Oussama Ammar. J'adore tout ce qu'il a transmis via l'entrepreneuriat. Je like tous ses posts. Je les lis pas tous, hein, mais je les like tous parce que il y a un côté différenciant. Il est ce qu'il est. Il y a des gens qui font des posts intéressants. Et moi, c'est marrant parce que mes posts intéressants sont likés. Mes posts qui sont pas très intéressants sont pas likés. Vous allez me dire jusqu'à merci pour l'information. Mais on revient au fondamental de publier quelque chose qui a du sens, qui est intéressant. Tu te rappelles du post que j'avais fait sur les machines à café, sur l'explication du business des machines à café? Ouais. Eh ben, la manière dont j'avais présenté était intéressante. Ça te change pas ta vie, mais tu te dis, putain, en fait, dans la machine à café, c'est les dosettes qui ramènent de l'argent, pas la machine. Tout bête. Je l'avais bien rédigé, je n'y ai pas passé trop de temps, j'ai dû y passer 10 minutes maximum. J'avais fait, à mon échelle, ce qui était beaucoup, 60 likes, mais j'en faisais 2-3 d'habitude, quoi. Donc je pense que du moment où tu as quelque chose à dire de vrai et que c'est pas juste faire un post pour faire un post, si quand on lit ton post, on voit que tu as fait un post parce que c'était le moment de faire un post et qu'il fallait faire un post, c'est forcé, je pense que ça marche beaucoup moins. Ça, c'est l'impression que j'ai. Il n'y a plus vraiment de sujet de faut poster le mardi à 9h. Alors oui, poster le dimanche à 6h du mat, c'est pas l'idéal. Mais faut pas trop des trucs et astuces. Faut publier quelque chose qui est intéressant et derrière, on peut dire, bah tiens, je regrette pas d'avoir lu ce post. Si tu perds ton temps, t'interagis pas. Et À mon avis. aujourd'hui, en termes de canal d'acquisition de ton côté, donc il y a LinkedIn naturellement. C'est quoi les canaux d'acquisition pour Cause? Comment tu le développes par rapport à ça? Ouais. Bah ouais, comme tu peux t'en douter, il y a LinkedIn, hein, forcément. Je capitalise vachement sur cette communauté-là. Donc aujourd'hui, tu vois, même quand on veut lancer une ville, je partage à mon réseau dans cette ville. Pas plus tard qu'hier, là, on a envie d'ouvrir Aix-en-Provence. Vous regardez, bah, j'ai 180 personnes de mon réseau qui sont à Aix. C'est con, mais c'est énorme. En fait, ça vient de 5 années, encore une fois, à créer du contenu. Donc on a une vraie stratégie liée à LinkedIn. Mais sinon, le gros canal d'acquisition, c'est le bouche à oreille. Le bouche à oreille, le parrainage. Donc là aussi, on sait qu'on a plein de choses à faire, mais c'est un des avantages d'être sur un business de réseau, qui plus est avec une forme un peu de nouveauté, ou du moins comme c'est pas commun d'aller manger avec des inconnus, bah, tu le racontes facilement. Donc beaucoup de bouche à oreille aussi. Et par rapport au parrainage aussi, ce que je trouve fort, ce que tu as réussi à craquer, et je pense qu'il y a encore énormément à aller chercher, c'est le nombre de posts que je vois sur LinkedIn, effectivement, de gens. Je pense à Julien Deremo de l'agence Pilotine. Je me dis, ce gars, c'est ton premier fan. Alexis aussi, à faire des posts LinkedIn à chaque fois. Et ça, enfin, je sais que quand on fait un déj, on reçoit un message derrière de partager l'expérience, etc. Mais par exemple, ceux qui te publient sur LinkedIn, est-ce que derrière toi, tu les valorises d'une manière ou d'une autre? Il se passe quoi concrètement? J'ai fait les deux au début, ça s'est fait très naturellement. Tu réalises que le sujet, ce qu'on disait, ça fait un très bon angle de post LinkedIn et on a beaucoup parlé de LinkedIn. Ce qui manque très souvent à quelqu'un pour publier sur LinkedIn, c'est des idées de sujets. Donc là, tu as la photo, tu as tout qui va. Je fais des tests, en fait, j'ai réalisé à un moment, j'ai vraiment proposé, j'ai dit, tiens, si tu fais un post LinkedIn, bah tiens, on t'offre ta prochaine résa ou autre. À notre stade, derrière, j'avais un peu de gestion à faire qui était, je sais pas si je m'y retrouvais vraiment. Alors que le meilleur truc, c'est plus d'essayer de glisser de temps en temps. Tiens, d'ailleurs, si tu as le temps de prendre une photo mais sans forcément, ou tiens, si tu as envie de partager, plutôt de planter la petite graine de, ah oui, c'est vrai que ça fera un bon sujet à partager, mais sans forcément promettre quoi que ce soit. Peut-être que demain, si on veut passer un peu à l'échelle, on pourra mettre en place ce genre de choses. De gens qui le font et aussi c'est souhaité, ça joue pour leur com. Et limite, après, demain, tu peux te faire une boîte, une clé en main un peu, où limite, ils ont juste à plugger leur photo, il y a déjà le texte qui est tout fait. Et pour ceux qui publient jamais sur LinkedIn, ça peut être hyper intéressant. Ouais. Parce que je prends par exemple un directeur dans l'IT qui participe, qui a jamais publié sur LinkedIn. Lui, par contre, si c'est sa première publication, bah, tout de suite, ça peut avoir énormément d'impact en ce sens, quoi. C'est ça. Et il prendra jamais le temps de le faire. Toi, je sais que tu as pas mal recommandé de ton Ouais. côté. Bah, là, typiquement sur la partie parrainage, moi j'ai parrainé spontanément, j'ai invité les gens à s'inscrire. Je ne savais pas que tu avais un programme, je n'ai peut-être pas assez attentivement tes mails. Le sujet, c'est que tu recommandes parce que tu as passé un bon moment. Et ça, c'est hyper important dans le côté networking. Mais là, le but, c'est pas de faire forcément que du networking. Mais tu passes un bon moment et donc tu as envie d'y retourner et tu as envie que tes proches en profitent. Et ça, c'est la recommandation la plus naturelle, pas celle qui est provoquée, celle j'ai un bon plan. Moi, je l'ai présenté comme un bon plan auprès de mes potes. J'ai une pote qui voulait se barrer de sa boîte pour aller dans le marketing. Je savais que
Je savais elle pourrait y avoir quelque chose à faire pour rencontrer du monde. Côté linguiste aussi, j'ai rencontré par exemple une personne, c'était une Russe qui avait un français un peu bancal et qui voulait rencontrer du monde et ça a été la belle occasion. Je dis bancal, mais en fait on le parlait plutôt bien, mais elle avait du mal à rencontrer des gens avec les biais culturels, etc. Et la posture d'ouverture d'Écosse, j'en reviens encore à ça, font qu'elle s'est sentie super bien par rapport à d'autres environnements. Enfin, des endroits où je rencontre des inconnus, en boîte, au bar, Tinder, application pour se faire des amis. Jessica, par exemple, elle utilise pas mal les applications pour se faire des amis, du matching d'amis, le Tinder pour faire des potes, qui marche plus ou moins bien. Donc, vraiment, prendre du plaisir, c'est important. Et ça rejoint beaucoup avec les JOs. Il y a un truc tout bête avec les JOs, c'est que quand on va à ces événements, on y revient, on a presque envie de partager le bon plan. Parce qu'en fait, on y va s'éclater, on s'amuse. Je pense à la pétanque, c'était la première fois que j'y suis allé, c'était pour la pétanque. C'était trop cool. On a passé un bon moment et c'était pas juste corporate brain, chacun pitch. Il y a un petit moment pitch. C'est pitch fun. Enfin, c'était pour orienter fun. C'est les codes de l'endroit, c'est qu'on s'éclate, on s'amuse. Et en fait, il y a pas de meilleur réseau que quand on s'amuse, quand on passe un moment, quand on en est à la 5e pinte et qu'on se fait un pote sur ça. Enfin, c'est beaucoup plus sympa qu'un truc très corpo à style BNI où tu pitches, tu dois dégueuler ton business et essayer d'aller tirer le max. Enfin, c'est naturel, quoi. Et par rapport à cause, t'as anticipé des potentiels. Après, je sais que dans l'entrepreneuriat, tant que le problème n'est pas là, on le règle pas. Mais qu'il y ait des dérives un peu pour l'instant, c'est très orienté business, etc. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont commencer à venir pour rencontrer juste du monde, que ce soit pour des relations, est-ce que ça, c'est des choses que tu as déjà pensé, que tu as déjà en tête, ou tant que le problème n'est pas là, tu t'en soucies pas? On y pense parfois et je nous le souhaite. Honnêtement, on a d'ailleurs, tu vois, quelques messages j'ai reçu une photo dernièrement, par exemple, de deux membres qui sont allés boire un verre après et qui m'ont envoyé une photo en mode on est devenus copines, tu vois. Et moi, je trouve ça, mais tout est là, en fait. C'est plus que ça t'ouvre sur ton business de quoi que je dise, la finalité, ce qu'on doit jamais perdre, c'est de vue, c'est on connecte des humains, on fait en sorte que des humains se rencontrent et du coup derrière laisser la possibilité et du coup j'en reviens un peu à ce que je te disais sur les formats. Du coup ce qui m'anime encore en phase de test, mais de pouvoir dire tiens je vais aller créer un format où je propose, je le vois bien le vendredi midi. Celui-là, c'est le fameux cause link. T'y vas juste parce que tu as envie de rencontrer du monde et tout en ayant ce côté, il y a toujours du matching, ce côté où tu sais que cause va faire ce boulot de dire tiens, je mets des personnalités qui marchent bien ensemble. Comme ça, tu arrives, tu sais juste le courant il passe et potentiellement tu ne parles pas du poste de l'autre du déjeuner. Naturellement, peut-être vu que ça vient de cause et qu'on reste quand même dans des connexions business, ça parlera boulot. Mais j'aime l'idée de proposer ce format. Ça me fait penser ce que tu dis. Typiquement, on est alumni de l'IAE de Lyon et il y a des événements, ils en font de moins en moins parce qu'il y en a moins qui le font. Mais les vendredis midi, il y avait un déj et fallait pas bosser l'après. Tu savais que c'était le déj qui allait te finir ta semaine, etc. Et j'y participé 2-3 fois, mais c'est des déj où parfois après ils finissent à 1h du matin, 2h du matin, etc. Et ça peut être un concept aussi assumé en disant, les plus gros pochetrons entrepreneurs, vous pouvez venir vous faire un bon bouchon lyonnais et après, vous savez qu'il y a pas, c'est un peu nos limites sur ça et il peut avoir un vrai concept en ce sens. Ouais, en tout cas, le vendredi midi, il serait choisi pour dire, tiens, potentiellement, tu dépasses plus. Après, encore une fois, j'essaie de le répéter. Naturellement, comme on a beaucoup d'entrepreneurs, que Cause est très adapté pour les entrepreneurs, on l'associe très vite aux entrepreneurs. Je le cite jamais assez, on a un peu plus de 35% de la base qui sont des salariés. Et ça aussi, c'est un truc qui m'anime énorme parce que comme un peu tout le monde et tout entrepreneur à qui j'en parle, on se dit bon, c'est pour les entrepreneurs mais en fait, tu rigoles, on est 35%, c'est pas rien. Donc c'est pas que un sujet lié aux entrepreneurs, c'est un vrai sujet on a besoin de sortir la tête de l'écran, on a besoin de se rencontrer, on sait plus faire. J'étais très étonné de voir que sur la plupart des déj que j'ai fait, en fait, moi, j'ai pas eu que des entrepreneurs, j'ai eu beaucoup de gens salariés, des gens avec des postes à responsabilité ou pas. Enfin, on met le curseur où on veut, mais j'ai eu des chefs de projet IT, j'ai eu des personnes, je me demandais ce qu'ils venaient chercher, au point où j'aurais carrément posé la question, en fait, Limite, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et en fait, c'est vraiment ce besoin de, je veux rencontrer des nouvelles personnes, changer mon quotidien, changer de perspective, peut-être que me rendre compte de ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît pas, en fait.
découvrir des choses auxquelles j'ai pas pensé, ouvrir des nouveaux chemins neuronaux. Et ouais, donc il y a vraiment pas que des entrepreneurs. Et ça, je l'ai vu vraiment sur le terrain. Et ça vaut le coup d'essayer pour le confirmer, quoi. Et un cas, alors c'est top que tu en parles parce que j'ai en tête ton inscription et qui m'a trigger sur certains sujets et j'adore l'idée d'en parler. Faut pas oublier que cause et le matching qu'on fait dépend de ce que tu mets sur le formulaire. Déjà, il y a des personnes qui font à peu près le même métier, mais qui l'expliquent pas pareil dans le formulaire. Notre boulot, c'est d'essayer de lisser au mieux l'info. Toi, par exemple, comme je connais aussi ton rôle, j'ai vu les informations que tu as mis dans le formulaire. Tu t'es plutôt mis de mémoire sur une fonction marketing, tu t'es mis sur un poste type manager plutôt que te mettre sur un poste de cofondateur. Honnêtement, je sais pas si c'est parce que tu l'as fait à la va-vite ou tu t'es dit je mets ça pour, mais du coup, ça m'étonne pas du tout, tu vois ce que tu dis par rapport aux tables. Mais ça, il y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Demain, et typiquement avec une app, ce que j'adore, c'est que tout peut bouger. Et que nous, notre job, ça va être de comprendre à l'instant T le profil qu'il veut rencontrer. Parce que si demain, je m'arrête au fait de t'es entrepreneur, tu veux rencontrer des entrepreneurs, je perds plein de trucs. Un entrepreneur, il va peut-être avoir 3 mois où il se dit là, je veux des entrepreneurs de la même trempe que moi. Et il va se passer un truc dans sa vie, il va faire une exit, un machin, et il va dire, là, j'ai envie de continuer à le faire, mais je veux des entrepreneurs qui débutent. Si moi, j'arrive à avoir cette info-là, c'est non. Ouais, parce qu'on dit souvent que dans une pièce, faut être la personne la moins intelligente de la pièce. Sur un déj, ça pourrait être l'idée aussi, de se dire, punaise, en fait, j'ai envie d'être la personne la moins avancée sur mon sujet. Et en fait, plus t'avances, mathématiquement, plus c'est compliqué enfin, c'est souvent de plus en plus compliqué, quoi. Ouais, Quand tu te lances, c'est facile, tous les entrepreneurs sont meilleurs que toi. Ouais. Donc, ça, c'est un vrai enjeu. C'est vrai que ça ouvre une vraie perspective de vision un peu du réseautage, du futur du réseautage. Si j'ai envie de te projeter un petit peu sur ça, à horizon allez, 2030, 2035, et on est dans 10 ans, allez, ouais, qu'est-ce que sera le réseautage? Est-ce que selon toi, Cause aura révolutionné une partie du réseautage, Cause ou pas? Comment tu vois un entrepreneur en 2035 réseauté? Est-ce que LinkedIn, selon toi, existera encore? Vraiment, tu donnes ton avis et on ressortira ça dans 10 ans. On verra. C'est comme des économistes qui donnent leur avis sur les sujets et on se rend compte qu'ils avaient faux sur. Ouais, surtout, mais 2030, je risque d'être président de la République Bah, pour utiliser ce contenu. Du coup, le premier sujet, c'est LinkedIn. Est-ce que LinkedIn existera toujours? Alors là, je me mouille face caméra. Oui, il sera d'ailleurs plus puissant que jamais. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un monopole. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, j'attends depuis des années mais qui va être le vrai concurrent de LinkedIn? Qui va être le prochain autre réseau social professionnel? Et plus ça va, plus même moi, j'essaye un peu d'être créatif là-dessus, puis je me dis, putain, il y a peut-être pas de porte d'entrée, il y en a forcément une, tu vois, et c'est plus ça qui va m'intéresser. Pour ce qui est de cause et du réseautage, j'ai, en tout cas, ma persuasion, c'est que tout va plus vite et va aller de plus en plus vite. L'intelligence artificielle, on n'est même pas conscient de comment va être notre monde en 2030. Il y a un gros push chez Google. D'ailleurs, je crois qu'il s'est barré de Google pour ça, qui a dit non mais là on est en train de créer quelque chose de trop gros. Lui dit 2029, on saura plus différencier une IA d'une personne réelle. Ça va arriver. On le voit arriver petit à petit sur des vidéos pendant une demi-seconde. Tu te demandes, tu machin. Ok, donc on va créer le monde virtuel va prendre de plus en plus de place. Je sais pas où sera Cause, mais j'espère que ce sera un des acteurs les mieux placés pour avoir cette soupape de décompression et j'espère un peu plus qu'une soupape pour avoir ce service de la technologie qui me permet de pas oublier ce qu'on est de chair et d'os et qu'on a besoin de se connecter dans le réel. Mais c'est intéressant de confronter cette vision-là à la vision de LinkedIn. J'étais dans les locaux de LinkedIn, j'avais fait une conférence en juin 2025. Il y avait la directrice générale France de LinkedIn qui est venue faire une intervention de 5 minutes et elle a dit, nous, LinkedIn, c'est assumer maintenant. Notre but, c'est de favoriser les échanges économiques. C'est l'ADN de LinkedIn. C'est même plus juste des échanges professionnels, etc. On veut des échanges économiques. C'est pour ça qu'il y a une marketplace de services qui se met en place, des choses comme ça. Et toi, tu arrives un peu avec ce contre-pied de dire,
on est dans un milieu entrepreneurial, mais c'est plus spécialement les échanges économiques à tout prix. Je suis là pour remettre de la vraie vie dans les échanges on est surdimensionné de technologies, de nouvelles technologies. C'est génial. Moi, je suis le premier pour parce que ça fait évoluer énormément le monde. Mais par contre, parfois, de pas oublier que juste la vie, c'est de rencontrer du monde, quoi. Ouais, avec qui tu travailles surtout, tu vois. Moi, j'adore les marketplaces. Je dis pas, il y en a évidemment qui vont savoir utiliser ça très bien. Et si tu veux faire des agences à l'échelle ou machin, super. Mais à la fin, le métier que tu fais, ce sera très très rare qu'une autre personne le fasse pas. Et dans une relation, un échange économique, il faut aussi qu'il y ait un échange humain. En tout cas, je crois en ça. Et dans la prise de décision, service réel, peut-être un service un peu mieux, mais l'autre un peu moins. La prise de décision finale, elle se fera sur l'humain. Et on le voit bien dans le business en général. L'économie a toujours fonctionné comme ça. Je sais pas si j'ai des histoires de mon grand-père qui allait dîner chez son client, ça se fait de moins en moins. Je dis pas que je dis pas que ça va plus faire que ça va revenir comme ça. Évidemment que ça va pas revenir comme ça. Mais mon espèce de, si on prend un peu de hauteur, de mantra, c'est que j'ai envie de faire en sorte que ça disparaisse jamais, parce que sinon on va être triste. C'est ça. Je pense que quand même LinkedIn, ma prédiction, alors je suis vachement moins impliqué que vous deux, mais je pense que ce sera pas LinkedIn, en tout cas la plateforme qui va performer. Il y avait déjà Viadeo à l'époque, Viadeo qui était le service en ligne pour le matching professionnel. LinkedIn les ont totalement bousillés. Je vois bien un nouvel acteur arriver, réussir à le concurrencer. Il y a plein de tentatives qui échouent, comme Google Plus a échoué, comme Fred, j'aurais tendance à dire que ça a été un échec du moins en France. Facebook, nous on a tous connu l'époque Facebook où on mettait les fameux HB à chaque anniversaire, tu mettais les photos ridicules pour les anniversaires. Ça a marché. Aujourd'hui, ça tombe un peu en désuétude chez nous. Il y a des pays qui sont en train d'arriver sur Facebook. J'allais dire, le terme n'est pas forcément trop bien choisi, mais ça se tiers-mondise un peu. Je veux dire, ça change juste de personnes. Et ça va être la même chose pour Insta, qui est de moins en moins peut-être utilisé. Les gens vont vers TikTok. C'est juste que chaque service, chaque produit a sa période. Je vois bien demain une nouvelle solution arriver. Mais le moment où on saura que c'est un succès, en fait, ce serait un peu déjà trop tard pour prendre les créneaux. Parce qu'avant LinkedIn, ouais, c'était que du CV. Tout le monde mettait que son CV et personne publiait. Et il y a eu des gens qui ont commencé. Grégoire Gambato, je pense notamment sur la partie française. C'était peut-être pas le premier, hein, mais voilà. Donc je pense qu'il y aura des nouvelles solutions. Et j'ai tendance à me dire que la prochaine solution, c'est celle qui grandira avec l'IA. Parce que LinkedIn, aujourd'hui, avec l'IA, il y en a sûrement, il y a des algos. Ils en mettent de plus en plus, quoi. Mais ce sera quelqu'un qui ils en mettent de plus en plus, mais ils ont quand même encore des fautes, des boutons qui marchent pas et des fautes d'orthographe. Et l'interface de 2008, elle est encore accessible à certains endroits de LinkedIn quand même. Enfin, c'est quand même, ça me semble ubuesque. Il y a aussi des parties de LinkedIn qui ont échoué, mais une plateforme qui sera pensée dès le début 100% IA friendly. Je suis sûr qu'il y a énormément le prochain acteur du matching professionnel, je pense, viendra justement grandir avec l'IA. Et sera comme Instagram, une boîte qui est fondée par 4-5 personnes, qui sera un concurrent de LinkedIn, alors que LinkedIn, il doit y avoir des milliers de salariés à travers le monde. Enfin, il y a énormément de choses sur LinkedIn qui, bizarrement, il y a tout ce qui fonctionne bien, mais il y a plein de choses, on se demande comment ils font pour marcher, quoi. Je veux dire, le site, la barre de recherche LinkedIn, t'as envie de pleurer. Dès que tu fais des boulets 1, au bout de quelques boulets 1, tu les perds, quoi. C'est passé à leur force, hein. Leur force, c'est d'avoir un Français sur deux qui a un compte LinkedIn, tu vois. La barrière à l'entrée, tu peux te permettre d'avoir une barre de recherche claquée au sol. Et je te rejoins, ça va être à la rigueur ce qui va sûrement se passer, et je le souhaite vraiment, marcher même à tout réseau social professionnel en général, c'est l'exemple Facebook, Insta, TikTok que tu as bien cité. Facebook, il y a encore même de la croissance et tout, mais c'est juste plus du tout le même type d'utilisateur. J'ose espérer qu'à un moment, LinkedIn, je vois la génération de mon petit frère ou autre, va se dire, il y en a un qui va se dire, vas-y, c'est plus adapté à mes codes. Mais on n'en est pas là. La génération de mon petit frère, elle me dit, bah là, je commence à rentrer dans l'âge. Autour de moi, il y en a qui se créent des comptes LinkedIn, alors qu'ils ont jamais eu de compte Facebook. Donc là, au Facebook, cette génération-là, ils ont pas réussi. LinkedIn a encore de belles années devant elle. Parce que moi, c'est comme ça. Tu vas, tu crées ton profil parce qu'on te dit, tiens, si tu veux un premier boulot, c'est là. Ça va être très dur à détrôner, ça. Facebook 2016, c'était encore pas la hype, mais on faisait encore les groupes de promotion dessus. Aujourd'hui, je pense que tu vas dans une université en L1, t'en as pas. Ils ont des groupes Snap maintenant. Ouais, mais Snap, on avait déjà à l'époque.
Tu as les groupes Insta? Les groupes, moi, je vois, enfin, les jeunes que j'ai dans ma famille qui sont sur Snap, ils communiquent Ah ouais, par Snap, etc. C'est Ouais. le groupe de la classe, du collège, et il est sur Snap, quoi. Et c'est des tendances d'évolution. C'est des choses qui changent. Et bah écoutez, en tout cas, Victor, depuis le temps qu'on te voulait sur ce podcast, Merci. on est trop content de t'avoir eu. Ouais. Franchement, longue vie à Cause, et nous, on sera toujours les fidèles ambassadeurs de cette marque. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à aller voir ce que fait Victor. On mettra le lien de Cause Club dans la description. Allez tester. Vous êtes dans quelle ville en ce moment? Lyon, Paris? Lyon, Paris, Bordeaux, Marseille, Grenoble, Saint-Étienne, Lille et Nantes. Il m'a parfait. Et s'il y en aura plus au moment où on sortira cette vidéo, je nous le souhaite. Mieux que de tourner des émissés. Mais franchement, grand bravo à toi. Je souhaite beaucoup de réussite. Merci de nous avoir écoutés sur ce podcast. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner. Et si vous avez des idées de prochaines thématiques ou vous souhaitez interagir avec Victor, retrouvez-le sur LinkedIn. Il fait des choses très drôles et vous n'allez pas perdre votre temps. Je vous dis à très vite.